Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette réunion privilégiée avec l'IRAC Bastia. Je sais que si vous nous écoutez en ce moment, vous ambitionnez de faire partie de nos élèves très prochainement. Donc on est là pour vous donner des bons conseils pour réussir déjà votre épreuve écrite. C'est là-dessus qu'on va focaliser. Mais d'ores et déjà, donc sachez que vous êtes grosso modo, je vous donne des chiffres arrondis, environ 1500 à être inscrits à ce concours. Vous êtes pratiquement 1200, un tout petit peu moins, à avoir consenti à nous transmettre vos coordonnées informatiques, de façon à ce qu'on puisse vous informer des dernières choses que vous avez sans doute besoin de connaître. Ça veut dire qu'il y a parmi les inscrits quelques centaines, à peu près 300 d'entre vous, qui n'ont pas partagé leurs données personnelles, mais bon, c'est leur droit, chacun est libre, et donc ils n'auront peut-être pas toutes les infos. En tout cas, l'important c'est que vous les ayez, et qu'on vous mette ce soir dans les meilleures conditions pour finaliser, parce que je présume que vous n'avez pas attendu ce soir pour préparer vos épreuves. Vous êtes pour l'immense majorité d'entre vous déjà dans des centres de préparation, des instituts de préparation, des préparations particulières. En plus, ce soir, on est là pour vous vendre encore et encore un dispositif intéressant qui s'appelle Réussira. Cette plateforme, qui est une ressource pour vous, a été mise au point par nos camarades de l'IRA de Nantes, qui l'ont mutualisée à tous les IRA. Donc on est heureux de pouvoir aussi vous indiquer que cette ressource est là pour vous. Et ensuite, il y a un moment donné, ou dans les concours administratifs, autour de cette table, avec mon équipe, vous voyez qu'on est déjà un petit peu âgé et qu'on a déjà passé, certains plus que d'autres, qu'on a déjà passé dans nos carrières quelques concours pour avoir le privilège de vous parler ce soir. Et il y a un moment donné où il faut juste bosser, préparer son concours. Je dis souvent qu'un concours administratif, que ce soit celui des IRA ou tout autre, parce que vous pouvez aussi passer plusieurs concours en même temps, ou en tout cas durant la même période, un concours, ça exige de la préparation. Donc, pas besoin d'être très intelligent pour réussir un concours. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous ce soir. Si vous êtes intelligent, eh ben, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais ceux qui réussissent les concours sont d'abord ceux qui bossent, et qui bossent comme il faut. Donc, un concours, la réussite d'un concours, c'est une formule très simple, 95% de transpiration, 5% d'inspiration. Donc, soit vous avez bossé comme il faut et vous réussirez, soit vous avez beaucoup bossé mal et vous échouerez, soit vous n'avez pas bossé du tout et vous échouerez aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est bosser bien, et on est là ce soir pour vous donner des ultimes conseils pour réussir la première marche du podium, c'est-à-dire réussir l'écrit. Puisque pour votre génération, votre cohorte de candidats, cette année, il y a une circonstance particulière qui vous est favorable, c'est que vous n'avez qu'une épreuve à l'écrit. L'épreuve de cas pratique, sur laquelle mon directeur de la formation bien-aimé va tout vous dire dans quelques instants, ainsi que l'équipe à mes côtés, l'équipe Christelle et Marilyn. Et donc, le QCM, le questionnaire à choix multiples, qui était une épreuve très éliminatoire, qui a fait des milliers de victimes avant vous, eh bien, vous n'aurez pas à la subir. Donc, s'il y avait une session qu'il ne fallait pas rater pour passer le concours des IRA, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire que vous avez fait le bon choix. Ça veut dire que vous avez déjà une qualité requise pour devenir un bon cadre. Vous savez choisir des bons moments pour faire les choses. Donc, c'est plutôt en votre faveur. Et ensuite, une fois que vous aurez réussi cette épreuve écrite, on vous le souhaite à tous, on se retrouvera un peu plus tard, dans quelques semaines, pour vous préparer à l'épreuve orale qui pèsera lourd dans votre résultat final. Mais à chaque heure suffit sa peine. Ce soir, on est là pour parler de l'écrit. Et donc, sans tarder, je passe le micro à Didier Grasse, un cadre de l'IRA, mon bras droit, à l'IRAC Bastia, la personne qui sera la plus importante pour vous durant votre scolarité à l'IRA, si vous réussissez le concours. Didier. Oui, merci Monsieur le Directeur. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, ce webinaire est axé essentiellement sur l'épreuve écrite que vous allez suivre dans quelques jours maintenant. Christelle Vergy qui vous donnera quelques informations tout à l'heure sur le calendrier. Je sais qu'il y a des questions par rapport à ça. Donc, cette épreuve écrite, ça a été dit par le directeur de l'Institut, c'est une épreuve unique. C'est une épreuve qui a pour objectif principal de juger
de votre capacité justement à être confronté à des situations réelles. Donc c'est un dossier réel qui va vous être proposé, un dossier qui sera proposé identique pour les 3 voies de concours. Hein. Je rappelle qu'il y a effectivement 3 voies d'accès aux IRA, hein, le concours interne pour les fonctionnaires en activité d'au moins 4 ans, le concours externe pour les étudiants, en tout cas ceux qui ont un niveau anciennement dit de Bac+3, et enfin des personnes issues de la 3e voie, à savoir essentiellement des personnes qui ont travaillé dans le privé depuis au moins 5 ans et qui ont donc la volonté de rejoindre la fonction publique. Donc pour ces 3 concours-là, une seule épreuve unique, une même épreuve unique, avec une évaluation qui peut être à la marge différenciée, qu'elle soit présentée pour l'un ou l'autre de ces 3 concours, mais qui reste la même épreuve, avec un objectif principal, et en fonction bien évidemment de ce qui vous sera demandé dans cette étude de cas, eh bien de voir quelle est votre capacité à rédiger d'une part bien évidemment, mais aussi à vous adapter aux situations qui vous seront proposées. Vous le savez parce que vous êtes pour la plupart d'entre vous des candidats qui ont préparé l'épreuve, donc vous avez dû voir les annales. Ce sont des épreuves qui demandent la production souvent de plusieurs documents, donc il est important, et ça c'est une première information qu'on vous donne, de faire en sorte de répondre totalement à la commande qui sera faite dans le libellé de l'épreuve. Hein, on vous demande souvent de produire 2, 3, 4 documents. Donc il est important que vous donniez le temps de répondre explicitement à la commande qui est faite dans le cadre du sujet. Vous verrez, et c'est souvent le cas, et vous l'avez potentiellement vu dans les annales, qu'il n'y a pas besoin de trop chercher un plan à construire. Souvent, le plan est proposé dans le libellé de l'épreuve, et voilà, contentez-vous de répondre à ce qui est demandé. C'est vraiment ça qui va être évalué par les membres du jury. Et on aura potentiellement, si vous le souhaitez, à revenir sur l'organisation justement des corrections. Donc moi, si j'ai un premier conseil à vous donner, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'aller voir effectivement les annales des années précédentes, les annales à travers les sujets, bien évidemment, mais aussi à travers les meilleures copies qui ont été mises en ligne, que ce soit d'ailleurs à travers le concours tel qu'il est organisé à Bastia, mais aussi à Nantes, à Lille, à Lyon et à Metz. Vous allez avoir, à travers ces meilleures copies, vous allez rapidement comprendre qu'est-ce qui est attendu par le jury. Donc cette épreuve-là, elle a vraiment cet objectif-là, d'essayer de mesurer votre capacité d'adaptation à un sujet à travers les éléments qui vous sont fournis, potentiellement votre compréhension de la commande et donc l'adaptabilité dont vous allez savoir faire preuve à travers cet écrit. Donc voilà en gros, si vous voulez, de façon un peu synthétique, bien évidemment, ce que l'on attend de vous dans cette épreuve. Donc c'est une épreuve unique, donc il n'y aura qu'une seule note d'admissibilité qui vous sera attribuée. Cette note d'admissibilité, bien évidemment, sera ensuite, pour ceux qui seront déclarés admissibles, cumulée avec la note de l'admission, c'est-à-dire la note de l'oral d'admission, qui se déroulera dans le courant du mois de juin. On pourra vous donner des dates également tout à l'heure pour finalement aboutir à la liste des admis au concours et donc définir la liste des futurs élèves de l'IRA de Bastia. Donc voilà un petit peu de façon un peu synthétique la présentation de cette fameuse épreuve, mais peut-être que soit on commence à répondre à vos questions, soit Christelle a peut-être, donc Christelle qui est la responsable, hein, la gestionnaire du service concours avec Marilyn, donc sur ma droite et sur la droite du directeur, peut-être qu'on peut préciser certaines petites choses sur cette épreuve, Christelle. Sur cette épreuve, je pense que vous avez tout dit, Monsieur Grassi. Simplement, avant que les questions, je pense que les questions vont arriver, donc j'anticipe un petit peu sur les questions. Vous n'avez pas reçu effectivement la convocation à l'épreuve écrite. Nous attendons en réalité, c'est le ministère de tutelle en fait qui gère pour cette étape-là la répartition des candidats dans les salles. Il faut savoir que donc nous avons effectivement 1469 inscrits pour l'IRA de Bastia et un petit peu plus ou un petit peu moins dans les autres sur les autres instituts. Et c'est la direction générale en fait qui centralise tous ces candidats et ensuite la répartition se fait sur les 22 centres puisque cette année nous avons 22 centres
pour l'épreuve écrite. Donc, ne vous inquiétez pas, nous attendons donc le feu vert de la direction générale et lorsque nous l'aurons, on pourra effectivement vous transmettre votre convocation par courrier électronique et uniquement par courrier électronique. Donc, ne soyez pas affolés. Si aujourd'hui, en principe, ça devait être aujourd'hui qu'on devait vous transmettre les convocations, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc ne soyez pas inquiets. Vous allez la recevoir, j'espère peut-être demain ou plus tard, j'espère au plus tard lundi. Voilà. Autre information d'organisation, avant de commencer à répondre aux questions qui apparaissent sur le chat. Vous connaîtrez, parce que c'est la réglementation, le nombre de postes qui sera ouvert pour ce concours, vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine. L'arrêté sera publié par la Direction générale de l'administration de la fonction publique dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, avant l'épreuve écrite, puisque c'est la réglementation qui l'impose. Donc, pour l'instant, nous-mêmes, on ne peut pas vous donner d'informations dans la mesure où on ne connaît pas ce chiffre, mais il sera donc communiqué dans le courant vraisemblablement de la semaine prochaine. Alors, première question. Alors peut-être, Julie, oui. une petite parenthèse brève avant de rentrer dans le chat et répondre aux questions concrètes, pour en finir avec les chiffres, parce que dans l'administration, administrer, c'est aussi chiffrer. Et donc, quelques derniers chiffres à vous communiquer, c'est le nombre d'inscrits par concours. Donc, Christelle va vous le rappeler. Alors, pour l'IRAD Bastia, donc 1172 candidats se sont inscrits au concours externe, 497 au concours interne et 100 candidats se sont inscrits au troisième concours. Vous retrouvez ces chiffres sur le site d'inscription. Vous avez donc le résumé du nombre d'inscrits par IRA. Voilà. Alors, une donnée importante, en tout cas, elle est importante pour nous, mais elle est aussi peut-être encore plus pour vous, c'est qu'à cette session, vous êtes plus nombreux qu'à la session précédente à vous présenter. Dans tous les IRA, on constate une augmentation du nombre d'inscrits, ce qui casse positivement la courbe de la baisse de la fameuse attractivité de la fonction publique, puisque les concours des IRA, apparemment, sont plus attractifs à votre session qu'à la précédente. Vous allez me dire, donc, du coup, on a moins de chance. Eh bien, non, pas forcément, car le nombre de postes offerts va néanmoins, sans doute, on entend le chiffre que Didier évoquait, va sans doute être significatif. Ce qui veut dire que les ratios de sélectivité entre les inscrits, les présents, parce qu'être inscrit c'est bien, mais être présent aux épreuves, c'est mieux. Et au final, les postes, donc ces ratios ne vous seront pas défavorables. Donc du coup, je répète ce que j'ai dit en introduction, c'était le bon moment pour présenter ce concours, puisque on est en train, au niveau d'État, de recruter beaucoup de fonctionnaires. Alors, pour une raison qui est simple, c'est que des fonctionnaires de la génération qui est la nôtre, à Didier et à moi, s'orientent petit à petit vers l'âge de la retraite, et que ce qu'on appelle le baby-boom, vous avez tous étudié ça, je pense, à l'école, au lycée, est devenu un papy-boom, et ce papy-boom se traduit par des départs à la retraite massifs aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, privés, publics. Et donc, ça veut dire que dans les 10 ans à venir, l'État aura besoin de recruter beaucoup d'agents publics, alors cadres et pas que d'ailleurs, de tous les grades. Et donc, c'est le moment maintenant de présenter les concours administratifs, parce que les chances de recrutement et les chances de réussite n'auront jamais été aussi élevées. Donc, vous êtes dans le bon moment. Bravo à vos parents qui vous ont conçu il y a quelques années et qui avaient prévu que vous arriveriez à l'instant parfait sur le marché du travail. Donc, vous pouvez les remercier ce soir après le webinaire. Voilà. Donc, du coup, on revient au chat. Alors, les premières questions, donc on va débuter par Mathilde qui nous demande sur le plan qui concerne cette épreuve unique écrite, sachant que les grandes parties sont souvent données dans le libellé, faut-il reprendre les mêmes titres ou bien faut-il les rendre plus opérationnels et problématisés? Ça va être à vous de le définir. Je vous disais précédemment qu'effectivement, il n'y avait pas forcément besoin d'aller trop chercher les plans dans cette épreuve-là. En général, le plan vous est suggéré. Alors ensuite, à vous de le rendre lisible pour les membres du jury et de le rendre effectivement attractif pour le jury. Donc, si vous pensez qu'il faut rendre les choses plus opérationnelles, voire problématiser la thématique, eh bien, à charge à vous de le faire. Je disais simplement que sur le plan, souvent, et vous l'avez vraisemblablement vu, il y a un plan qui vous est suggéré, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces suggestions-là. Alors pour compléter ces excellents conseils,
et je m'adresse surtout aux externes qui peut-être sortent d'université ou de Sciences Po ou d'une autre école, faites des phrases courtes. Donc effectivement, là vous présentez une épreuve qui commence à ressembler à une épreuve professionnelle, qui l'est d'ailleurs, et c'est ce qu'on va vous former encore plus à votre arrivée à l'IRAM. En tout cas, c'est déjà une épreuve professionnelle. Donc on n'attend pas de vous un plan de type universitaire avec des titres qui font 3 ou 4 lignes. Donc faites des phrases courtes, des titres, reprenez les parties qu'on vous suggère, effectivement, et adoptez un style, effectivement, opérationnel et problématisé avec des phrases courtes. Dites-vous que la note que vous aurez rédigée s'adressera à un hypothétique décideur administratif, que ce soit un ministre, un préfet, un ambassadeur, un directeur de ministère, peu importe, ou un recteur, mais donc on attend de vous que vous vous comportiez en professionnel, donc soyez punchy, mais tout en écrivant bien. Autre question de Louis Dor pour la partie proposition, est-ce qu'on doit s'en tenir au doc ou est-ce qu'on peut mettre des connaissances perso, je suppose dans les réponses portées aux questions ou dans le document à remettre. Alors essentiellement, vous allez avoir un dossier complet qui vous sera proposé bien évidemment dans le sujet. L'objectif, c'est d'utiliser à plein les pièces qui vous seront fournies. Il n'y a pas d'exclusivité d'utilisation de ces pièces-là, mais bien évidemment, il faut utiliser au moins déjà ces premières pièces-là. Ensuite, si vous avez des connaissances particulières sur la thématique, je pense qu'on ne jugera pas négativement le fait que vous apportiez également ces connaissances, mais dans la moindre mesure. L'important, c'est vraiment d'utiliser l'ensemble des documents qui vous seront proposés et de répondre aux questions et de fournir potentiellement les documents demandés. Vous avez vu quelquefois, il peut y avoir des éléments de langage pour un préfet qui va animer une réunion, qui va faire un discours. Ça peut être des communiqués de presse, ça peut être un rétro-planning. Enfin, il y a différents éléments qui peuvent être proposés. Donc, surtout, et j'insiste là-dessus, parce que souvent, pour avoir participé en tant que secrétaire aux délibérations du jury, souvent, il est reproché aux candidats de ne pas répondre totalement à la commande, de n'y répondre que partiellement. Et bien évidemment, ça, c'est sanctionné par le jury. Mettez-vous bien dans la tête de quelqu'un qui est déjà un cadre dans une administration, qui a une commande et qui doit répondre à cette commande-là. L'objectif, c'est vraiment de répondre à la commande. Donc, si potentiellement vous avez quelques connaissances supplémentaires sur le sujet que vous pensez pouvoir faire partager dans le cadre du sujet, pourquoi pas, mais attention, ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de s'appuyer sur les documents et sur les consignes qui sont précisées dans le sujet. Voilà. Pierre Anselme nous demande… Peut-être un conseil complémentaire sur ce qu'a dit Didier. Ne partez pas bille en tête sur la réponse à la question que je vous ai posée. Même si vous pensez bien maîtriser le sujet, par chance, ça tombe pile poil sur un thème que vous maîtrisez bien. En plus, vous avez un beau dossier avec, ok, mais prenez quand même quelques minutes pour bien réfléchir à comment vous allez répondre. Car il est fréquent dans les concours que les candidats partent à fond les ballons et se rendent compte au bout d'une heure et demie qu'ils sont partis de travers. Et qu'en fait, ils répondent à une question qui répond à la question posée, mais qui n'est pas complètement ça. Et après, c'est très compliqué de rétropédaler, et généralement, ça se finit mal. Donc, du coup, c'est pas du temps perdu. Prenez quelques minutes pour bien réfléchir à la question posée et comment vous allez y répondre. Alors, une question de Nina concernant la disponibilité du modèle de reconnaissance des acquis d'expérience professionnelle. Donc, c'est la même chose pour la fiche individuelle de renseignement. Donc, ce sont des documents que vous allez devoir remplir si vous êtes déclaré admissible, dans la perspective, bien évidemment, de l'oral d'admission. Donc, ce sont des documents qui n'ont pas évolué sur ces dernières années. Sauf erreur de ma part, je pense qu'ils sont toujours accessibles sur le site d'inscription au concours. Ils ne le sont pas aujourd'hui, je pense qu'ils ne le sont pas, mais ils le seront, je pense, très, très rapidement. C'est la DGAFP qui met en ligne, en fait, sur le site d'inscription, les différents documents que vous avez, comme le guide des concours, la note de cadrage, que je vous invite à lire d'ailleurs, parce qu'elle est en ligne, enfin, vous les avez dans l'onglet information, vous avez la note de cadrage du cas pratique de cette épreuve, donc à lire attentivement, le guide des concours, etc. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas le modèle FIR et dossier
dossiers RAEP, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, de toute façon, ce sont des documents qui n'ont pas évolué ces dernières années, qui restent identiques. Donc, pour ceux qui ont déjà eu à passer le concours, vous pouvez utiliser déjà. Et bon, je pense que chaque chose en son temps, comme cela a été dit par le directeur, concentrez-vous d'abord sur cette épreuve écrite et le dossier RAEP, vous aurez largement le temps et la FIR, vous aurez largement le temps de les remplir et les constituer. Alors pourquoi n'y a-t-il qu'une seule épreuve désormais? Je crois que le directeur l'a dit il y a quelques instants. Effectivement, sur ces dernières sessions de concours, il y avait 2 épreuves écrites identiques là aussi pour les 3 concours. Donc la fameuse épreuve d'étude de cas dont on parle depuis tout à l'heure, et effectivement des questions à choix multiples. Les présidents de jury, les structures IRA et la DGFP ont constaté qu'il y avait effectivement beaucoup de pertes en ligne, entre guillemets, à travers cette épreuve-là, et que vraisemblablement, elle n'était pas totalement adaptée à l'objectif recherché. Donc, il a été décidé pour ce concours-là de supprimer cette épreuve. Elle a vocation vraisemblablement à être remplacée par une autre épreuve, mais ça interviendra vraisemblablement dans un deuxième temps. Alors, potentiellement pour le prochain concours, mais plus certainement pour le concours 2027, puisque en général, lorsqu'il y a un concours qui évolue au niveau de ces épreuves écrites et orales, il faut que l'information soit donnée aux potentiels candidats 1 an avant le concours. Donc, a priori, le retrait de l'épreuve pour cette année sera également vraisemblablement, je m'avance un petit peu, mais je pense que ça sera le cas, sera également la même chose pour le concours 2026. L'information de l'heure d'épreuve, Christelle. Alors, l'heure d'épreuve, en principe, ça devrait être 10h, 14h, heure pour les centres en métropole. Pour les personnes ne bénéficiant pas de tiers-temps, pour les demandes de tiers-temps, ça sera donc 10h, 15h20. Ça, c'est pour les centres métropoles. Je ne connais pas parce que ça diffère un petit peu de mémoire. Je n'ai pas les horaires des centres ultramarins. Mais de toute manière, je vous invite vraiment à bien vérifier votre convocation. Là encore, c'est la direction générale qui est en train de tout finaliser là au moment où je vous parle. Donc, vérifiez bien, lisez bien votre convocation. Mais voilà, pour les centres métropoles, ça sera 10h, 14h hors aménagement. La durée de l'épreuve écrite, elle n'augmente pas. Hein. Elle n'augmente pas, non, c'est toujours 4 heures coefficient 5. Les annexes doivent-elles obligatoirement correspondre à des propositions de solutions citées en partie 2 ou peuvent-elles correspondre à des propositions supplémentaires qui n'y figureraient pas? Alors, un petit peu la même réponse que pour la question précédente concernant l'organisation de l'épreuve. Si je peux me permettre, contentez-vous de répondre aux questions qui vous sont posées. Encore une fois, vous êtes dans une situation professionnalisante, vous avez un supérieur hiérarchique, en général c'est comme ça que c'est présenté, qui vous demande de faire un travail, faites le travail qu'on vous demande de faire, répondez aux questions qu'on vous pose avec les outils que vous avez, les outils qui sont donnés dans le cadre du sujet, potentiellement, si vous le souhaitez, des éléments que vous pourriez avoir vous-même, mais contentez-vous de répondre aux questions qui sont posées. Un petit complément d'information par rapport à ce que disait M. Grassi. Vous avez aussi, on vous invite à lire vraiment attentivement le rapport du jury. Là, je pense que les révisions à aujourd'hui, je pense que vous avez quand même bien avancé sur les révisions, j'espère pour vous. Mais par contre, lisez quand même le rapport du jury du président Opperman, donc qui est en ligne sur le site de l'IRA Bastia, qui donne le lien sur le site de SCORE, le portail de la fonction publique. Vous avez quand même beaucoup d'éléments, et notamment pour l'épreuve écrite, qui vous donne quand même pas mal d'éléments, et notamment, je pense, aux annexes, où effectivement, les candidats n'ont souvent peut-être pas le temps de mettre les annexes, et c'est quand même important, si on vous les demande, effectivement, de les faire figurer à votre copie. Alors, Lucie nous demande quand aura lieu la rentrée sur les élèves que l'on va recruter dans le cadre de ce concours. C'est une très bonne question, monsieur le directeur. Je vous laisse y répondre. Alors, la rentrée aura-t-elle lieu en septembre ou en janvier? Peut-être ni l'un ni l'autre. Donc, à l'heure où l'on parle, la date de rentrée n'est pas encore fixée par les ministères de la fonction publique. Septembre, sans doute pas. Peut-être octobre.
mais ce n'est pas encore garanti. Si jamais la rentrée n'a pas lieu en 2025, enfin à l'automne 2025 en ce qui vous concerne, elle aura lieu à tous les coups en janvier 2026 au plus tard. Alors vous allez me dire comment se fait-il qu'on ne sache pas à ce stade quand aura lieu la rentrée? Eh bien, c'est un premier exercice que vous avez à intégrer en tant que futur cadre de l'État. C'est tout le mal qu'on vous souhaite que de devenir. C'est qu'aujourd'hui, l'environnement politique, juridique, budgétaire est devenu très complexe, incertain. Le monde auquel on va vous préparer si vous rentrez à l'IRAD Bastia, c'est d'être prêt à affronter un monde qu'on appelle VICA, volatile, inconnu, complexe, aléatoire. Et donc, parmi les aléas qui vont déterminer la date de rentrée, il y a des questions budgétaires. Donc, j'espère que vous avez entendu un peu parler des problèmes budgétaires de la France. Si vous n'avez pas du tout entendu parler, il est temps de vous renseigner. En tout cas, voilà. Donc, des élèves qui vont rentrer plus tôt, ça coûtera plus cher dans l'immédiat. S'ils rentrent plus tard, ça coûtera moins cher dans l'immédiat. La dépense sera reportée plus tard. Et donc, dans les négociations en cours sur le contexte budgétaire, c'est ça qui pèse. Donc, ça pour dire que, à l'heure où l'on parle, on ne sait pas quand aura lieu la rentrée. Alors, on a conscience que pour beaucoup d'entre vous, c'est un problème. Alors, pour nous aussi, accessoirement, mais d'abord pour vous, parce qu'il y a parmi vous des pères et des mères de famille qui ont des enfants à scolariser et que la date de la rentrée scolaire des enfants dans le système scolaire et de votre rentrée scolaire à vous, ça serait bien que ce soit le plus harmonisé possible. Alors, on se bat pour ça, mais malheureusement, le sujet nous dépasse. Ça dépend d'arbitrage de haut niveau, comme on dit. Et donc, en définitive, on vous le dira quand on le saura. Mais à l'heure où l'on parle ce soir, on ne le sait pas encore. Voilà. Merci. Alors, une question sur les seuils d'admissibilité lors des dernières sessions. Alors, les seuils d'admissibilité sur les dernières sessions sont très variables d'une session à l'autre. Et je pense pour le coup qu'elles ne vont pas vous apporter grand-chose dans la mesure où ces seuils d'admissibilité étaient constitués sur 2 épreuves et que bien évidemment, de par l'épreuve de QCM, les seuils d'admissibilité étaient relativement bas et qu'on peut penser qu'avec une seule épreuve, les seuils d'admissibilité seront de façon assez conséquente relevés par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule épreuve va modifier vraisemblablement, c'est même certain, le niveau d'admissibilité pour les 3 concours. Donc il est indiqué. Alors j'ai dû peut-être mal articuler, excusez-moi. Je vous confirme que c'est bien 872 candidats inscrits au concours externe à l'IRAD Bastia, 497 à l'interne et 100 au 3e concours, ce qui nous fait un total de 1469. Ça c'est sûr. Sur la note minimum, il y a une note éliminatoire, y compris, si je ne me trompe pas, pour cette épreuve unique, qui est une épreuve inférieure, une note inférieure à 5. Donc, des candidats qui potentiellement pourraient avoir des notes inférieures à 5 seront bien évidemment exclus. De toute façon, avec une seule épreuve, la question ne se pose pas vraiment. Il est vraisemblable que ceux qui auront des notes inférieures à 7, à 8 ou à 9, en fonction justement du seuil d'admissibilité, ne seront pas bien évidemment retenus sur la liste d'admissibilité puisqu'il n'y aura qu'une seule note. Et c'est cette note-là qui fera l'admissibilité et donc la note éliminatoire n'aura que peu de rôle à jouer, contrairement aux sessions précédentes où il y avait 2 épreuves, bien évidemment. Alors, plus de postes, certes, mais a-t-on une idée de la répartition en région et en centrale? Et ça, vous aurez l'information très tardivement, comme toujours. C'est-à-dire que cette information-là, vous l'aurez lorsque vous serez lauréat du concours, que vous aurez commencé, voire bien entamé votre formation au sein de l'Institut, pour avoir la répartition géographique des postes qui vous seront proposés. Vous donner des proportions, c'est compliqué, mais en général, il faut quand même partir sur une base d'un tiers à peu près de postes situés en Île-de-France, que ce soit en administration centrale ou que ce soit dans certains services déconcentrés de l'État en Île-de-France. Donc voilà à peu près en tout cas sur merci monsieur le directeur. Alors, pardon, excusez-moi, par la bouche pleine, pas très poli. Alors, bonjour, pouvez-vous confirmer que mes diplômes étrangers ne nécessitent pas de reconnaissance par les institutions françaises pour ce concours?
Christelle. Diplôme étranger. Il faut vérifier, en fait, les équivalences, il faut vérifier si votre diplôme que vous avez obtenu à l'étranger correspond au diplôme du niveau de licence 3, en fait. Voilà. Donc, si vous avez ce cas particulier, vous pouvez me l'envoyer par mail et moi, je peux effectivement instruire et vérifier si votre diplôme est reconnu et si vous pouvez effectivement être éligible. Alors, je passe rapidement sur l'esprit de synthèse. Effectivement, c'est une épreuve qui demande à avoir un esprit de synthèse, souvent en tout cas. Pourriez-vous nous informer sur l'utilisation et la mise en forme des annexes? Ça dépend des annexes qui vous sont proposées, tout simplement. Je le disais tout à l'heure, ça peut être un communiqué de presse, ça peut être je sais pas moi, un calendrier, ça peut être une note, ça peut être différents documents, un schéma, voilà. Donc ça, la mise en forme dépend des annexes. En tout cas, ce sont toujours des annexes, bien évidemment, que vous allez pouvoir réaliser avec les outils qui seront à votre disposition, donc simplement des copies et vos stylos. Pour les candidats de Mayotte, pourquoi n'ont-ils pas la possibilité de concourir sur l'île? Alors on n'a pas vraiment la réponse, mais on peut la demander, mais c'est la direction générale qui a... Nous, on n'a pas la main au niveau des IRA sur la constitution et le choix des centres d'écrit. Par le passé, effectivement, il y avait un centre d'examen sur Mayotte. Alors, est-ce que la situation que vous connaissez à Mayotte a fait que cette année en particulier, le ministère de tutelle a décidé de ne pas créer de centre sur Mayotte? C'est possible, mais on n'a pas d'autres informations. Question de forme. Le blanco est-il proscrit? Les encres bleues et noires sont toutes les deux admises. Alors, important. C'est la question. Mais vous faites bien de la poser. Vous allez recevoir à l'appui de votre convocation les consignes pour l'épreuve et notamment justement l'interdiction formelle d'utiliser le blanco sous forme de souris ou sous forme de liquide et que vous devez utiliser uniquement effectivement pas des stylos à plumes mais de l'encre bleue et de l'encre noire à billes. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en coulisses en réalité vos copies vont être dématérialisées, c'est-à-dire numérisées. Et le blanco, les souris ou le stylo à plumes peut détériorer, en fait, au niveau de la numérisation, peut détériorer la copie, votre copie. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien sur les consignes, de bien respecter les consignes, justement, pour pas qu'effectivement, au moment de la numérisation des copies, il y ait effectivement un problème de numérisation et que votre copie soit abîmée ou en tout cas illisible. En détail peut-être insignifiant, mais si vous utilisez du bleu, c'est du bleu foncé, du bleu marine, un peu à l'image du bleu du kakémono qui est derrière moi, pas du bleu clair, parce qu'effectivement, Christelle a donné l'explication, sinon la numérisation, votre encre n'apparaîtra pas, et une copie illisible ne vous portera pas bonheur. Voilà. Donc le noir, c'est préférable. Alors, une réponse rapide à Mathilde qui nous a rejoint un peu tardivement. Donc, effectivement, vous n'avez pas encore reçu vos convocations, c'est normal. Elles vont vous être transmises vraisemblablement dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais très rapidement maintenant. Voilà. Le nombre de pages maximum que nous devons faire pour la note administrative. Alors, c'est pas une note administrative, attention. Le sujet, encore une fois, c'est une étude de cas, c'est un cas pratique. Donc, il n'y a pas forcément une note administrative. Il peut y avoir une note administrative, mais il n'y a pas forcément une note administrative. Vous avez vu, regardez les annales, vous verrez que la forme peut changer en fonction du sujet. Donc il n'y a pas de critères de page. C'est vraiment à vous à adapter le document ou les documents que vous allez rendre à la commande. Il peut y avoir, je le disais tout à l'heure, par exemple, du verbatim donné à destination d'un supérieur hiérarchique qui va devoir animer une réunion ou participer à une conférence de presse ou faire une intervention dans un cadre de conférence. Et par conséquent, il n'y a pas forcément un nombre de pages précis à réaliser. À vous, encore une fois, à savoir vous adapter. Et ça fait partie des éléments qui sont évalués par le jury, à savoir vous adapter à la commande. Je dois donc faire une problématique et une conclusion. Un petit peu la même réponse, en fonction de ce qui vous est demandé. Effectivement, il peut y avoir potentiellement une introduction à faire, si on vous demande une note.
peut-être une problématique à poser, et puis peut-être effectivement une conclusion avec une ouverture à proposer également, mais là aussi en fonction, encore une fois, du sujet de l'épreuve. Alors, après réussite du concours, quand se déroulera le choix des spécialités? Je ne vois pas trop de quoi vous souhaitez parler, parce que en fait, là, vous passez un concours qui est un concours pour accéder à un corps interministériel de la fonction publique d'État, et il n'y a pas de spécialité. La spécialité, c'est la spécialité administrative. Donc, on va vous préparer pendant la formation ici à l'IRA à une multitude de fonctions, de métiers et d'activités qui touchent l'administration générale. Et donc, vous allez avoir une formation axée sur différents domaines tels que le budgétaire, le contentieux, l'ARH, la communication, le management, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas réellement de spécialité à choisir à un moment ou à un autre. C'est l'ensemble de ces domaines-là qui vous sera proposé en formation, avec un objectif principal durant la formation, c'est de vous rendre apte justement à intégrer une multitude de fonctions dans l'ensemble des ministères. Je rappelle qu'on est sur un corps interministériel, donc on a vocation à fournir, entre guillemets, des cadres intermédiaires de la fonction publique d'État pour la quasi-totalité des ministères, ministère des Armées, de l'Intérieur, des Finances, ministère chargé de l'écologie, des Sports, de l'Éducation nationale, bien évidemment, sur un ensemble de fonctions que je citais tout à l'heure, qui sont des fonctions administratives essentiellement. Alors, c'est très important que vous compreniez bien ce qu'a expliqué Didier à l'instant, si c'est pas clair pour tout le monde. Hein. À l'IRA, enfin dans les IRA, on forme des spécialistes en généralité. C'est-à-dire, si on compare un peu le métier auquel on forme avec la médecine, c'est une image que j'emploie souvent. Donc, vous avez près de chez vous des médecins généralistes, un médecin de quartier que vous allez voir quand vous avez un petit problème de santé. Mais si vous avez un problème particulier, vous allez voir ce qu'on appelle un spécialiste. Vous avez un problème à la gorge, vous allez avoir une oreille, au nez. Si vous avez un problème aux yeux, vous allez avoir un ophtalmo. Là, on passe dans des médecins spécialistes. Donc, l'administration, c'est pareil. Elle a ses spécialistes, elle a ses généralistes. Donc, vous avez vocation à devenir des médecins généralistes de l'administration, donc d'un système un peu malade aujourd'hui, et qui a besoin justement de nouveaux médecins généralistes pour l'aider à se porter mieux. Donc, potentiellement, c'est vous. Mais donc, vous avez vocation à devenir des cadres généralistes interministériels aptes à occuper des fonctions en centrale, en territoriale, dans tous les ministères, plus tard à évoluer vers d'autres employeurs publics ou privés, plutôt publics, par exemple des collectivités locales, par exemple. Donc, c'est ça la vocation des IRA, hein, c'est vous rendre généraliste, interministériel, transférable d'un employeur public à l'autre. Et pour ça, on vous apportera la boîte à outils, la trousse du médecin généraliste, à savoir, on va vous former aux rudiments des matières budgétaires, RH, juridiques, numériques, de management et ce qu'on appelle la conduite de l'action publique, donc la conduite des politiques publiques. Donc c'est cette boîte à outils du généraliste qu'ensuite vous serez parachuté dans vos cabinets de médecine pour exercer votre art. Hein. Voilà. Une question concernant ce que Laetitia appelle une liste d'attente. Alors, il n'y a pas de liste d'attente, c'est des listes complémentaires. Mais les listes complémentaires, alors on fait le lien effectivement avec l'allusion au médecin. Donc non, la liste d'attente, c'est en fait une liste complémentaire, des listes complémentaires, mais ce n'est qu'au moment de l'admission. Il n'y a pas de liste complémentaire sur l'admissibilité. Donc potentiellement, il peut y avoir des listes complémentaires au moment de l'admission, c'est-à-dire à l'issue de l'épreuve orale, donc qui se déroulera au mois de juin. On vous donnera les dates tout à l'heure en fin d'échange. Dans le cas pratique, ne change pas par rapport aux autres années. Non, la modification concerne uniquement la suppression du QCM. Voilà. Tout à fait, complètement, car là, je vous confirme effectivement que l'épreuve de cas pratique est identique à celle qui vous a été proposée lors des sessions précédentes. Et effectivement, la grosse modification pour ce concours 2025, c'est la disparition du QCM. Alors, des méthodologies types à vous proposer, non, Constance. Comme je le disais, il n'y a pas de méthodologie type puisque le sujet peut varier d'une épreuve d'une année à l'autre.
et il peut y avoir tout type de sujets qui peuvent être proposés. Donc, il n'y a pas de méthodologie particulière et unique. Comme le disait le directeur il y a quelques instants, à charge pour vous d'abord de bien analyser, bien évidemment, le sujet, de bien comprendre ce qu'on vous demande, de bien analyser également les pièces qui sont à votre disposition, et ensuite de commencer à construire votre réponse avec les éléments qui vous sont demandés et les annexes potentielles qui vous sont également demandées. Par quel coefficient multipliez-vous le nombre de postes à pourvoir pour définir le nombre d'admissibles? Alors nous, on ne multiplie rien du tout, on ne définit rien du tout, c'est le jury qui va non pas multiplier par un coefficient, mais qui va décider, en fonction des notes qu'il aura sous les yeux, du niveau d'admissibilité qu'il va prendre et du nombre de candidats qu'il va souhaiter auditionner au moment des épreuves, de l'épreuve orale du mois de juin. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui est laissé au libre arbitrage du jury qui se réunit en session plénière et qui, concours par concours, il y a 3 concours, donc il y aura 3 listes d'admissibilité, donc le jury qui va arrêter pour chacun des 3 concours le niveau, la note d'admissibilité et le nombre de candidats qu'il va auditionner au moment de l'oral d'admission. Guide RAEP sur le site de l'IRA de Nantes. Oui, le guide de remplissage peut-être sur le... Oui, il y a quelqu'un qui nous dit que le guide RAEP est sur le site de l'IRA de Nantes. C'est possible, mais c'est le guide de remplissage, donc ça n'a pas grand intérêt par rapport à... Pour l'instant, vous êtes sur l'épreuve écrite. Nous, on attend effectivement voilà, que la direction générale va peut-être modifier les FIR et RAEP. Donc, on ne met rien en ligne tant qu'effectivement, on ne nous envoie pas le modèle de la session 25, en fait, tout bêtement. Hein. Mais là, vous n'en êtes pas là pour l'instant. Voilà, un conseil, restez concentré sur l'épreuve écrite. Vous aurez largement le temps, entre le moment de la déclaration d'admissibilité et le moment des oraux, pour vous consacrer au remplissage, entre guillemets, du dossier RAEP pour le premier concours et pour le concours interne, et de la FIR individuelle d'enseignement, pour le concours externe. La suppression du QCM va-t-elle entraîner davantage de questions de connaissances à l'oral? Non, l'épreuve d'oral ne change pas, donc elle est toujours dans la même philosophie, avec toujours les mêmes objectifs, donc il n'y aura pas plus de questions de connaissances, et d'ailleurs ce n'est pas du tout l'objectif de cette épreuve-là. Cette épreuve-là n'est pas faite, une épreuve orale, pour vérifier vos connaissances, mais pour vérifier votre motivation, votre adaptabilité à la formation et potentiellement au poste auquel on vous prépare, mais n'est pas là pour vérifier des connaissances, si ce n'est à partir, bien évidemment, des éléments que vous allez fournir dans le cadre de la fiche individuelle de renseignement ou dans le cadre du RAEP. Là, il peut y avoir des questions de connaissances, mais qui seront des questions complètement liées à ce que vous aurez déclaré dans ces documents. Voilà. Alors, d'autres questions, on regarde. Pour le 3e concours, où devons-nous envoyer des documents de épreuve d'emploi? Je ne comprends pas trop la question. Les épreuves d'emploi, je pense que c'est... Si vous pouvez préciser, Marine, dans un autre message, je ne comprends pas trop votre question. Alors, le fait de supprimer le QCM va-t-il rendre la notation plus exigeante? Non, pas forcément. Hein. Encore une fois, vous allez être jugé, entre guillemets, pour la partie admissibilité que sur une seule épreuve, donc sur cette épreuve d'étude de cas. Voilà, charge pour vous de rentrer d'être au-dessus de la barre d'admissibilité que le jury arrêtera pour les 3 concours. Une méthodologie à nous donner, j'ai répondu à la question. Et pour le RAEP, donc on aura l'occasion de revenir sur le RAEP, hein, donc c'est pas la peine de trop du temps là-dessus, on refera un webinaire là-dessus, mais rapidement, c'est pas forcé, ça dépend de l'expérience que vous avez. Voilà. On y reviendra. La deuxième partie doit-elle forcément opérationnelle avec des propositions? Souvent, c'est le cas. Encore une fois, c'est le sujet qui va vous le proposer. Mais effectivement, si vous regardez les annales, vous verrez que souvent, on vous demande des solutions, des propositions opérationnelles.
La question de l'oral, Christelle, je te laisse répondre. Nous devons nous déplacer à Bastia ou l'oral peut-il se faire à distance? Alors, oui, vous devez venir, effectivement, si vous êtes admissible, vous devez venir à l'IRAD Bastia pour passer effectivement l'entretien avec le jury, sauf des cas particuliers, c'est-à-dire les personnes qui ont, par un certificat médical d'un médecin agréé par l'administration, effectivement cet aménagement-là, donc la visioconférence, qui peut être effectivement mis en place pour les personnes qui en ont besoin, et pour les candidats ultramarins, pour des raisons géographiques, pour l'éloignement géographique, on peut organiser effectivement, et on met en place ce dispositif pour organiser la visioconférence, voilà, pour l'épreuve orale. Et sinon, voilà, tous les autres doivent venir à Bastia. Pour les ultramarins, à partir du moment où ils sont déclarés admissibles, vous êtes sollicités quasiment au lendemain de la déclaration de l'admissibilité pour émettre votre souhait de passer en visioconférence. Et on a besoin d'avoir une réponse très rapide parce que c'est une organisation assez importante à effectuer. Donc, vous serez sollicités pour ceux qui sont effectivement ultramarins et qui seront déclarés admissible. Mais c'est pas une obligation pour les ultramarins, c'est pas une obligation de passer l'épreuve en visioconférence. D'autres, des candidats font le choix de se déplacer, mais effectivement, c'est un dispositif. En tout cas, les textes prévoient cette possibilité. À quel moment doit-on fournir le RAP? Bon, là aussi, on y reviendra, mais vous avez largement le temps de le préparer et de le fournir. Ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. Peut-on avoir une idée de la part d'importance des annexes dans la note finale? C'est compliqué à dire parce que c'est le jury qui va déterminer sa grille de notation. Il y a pu y avoir des différences d'une session à l'autre en fonction du sujet lui-même. Il peut y avoir, c'est pour ça qu'on insiste particulièrement sur le fait qu'il faut impérativement répondre à la totalité de la demande exprimée dans le sujet. Si on vous demande de fournir des annexes, des pièces particulières, fournissez-les parce que quelquefois, elles ont une certaine importance par rapport au sujet demandé. Donc, à charge pour vous de bien répondre à la commande. Quelles sont les conséquences sur le salaire des candidats admis en interne? Alors là, on peut vous donner une petite idée, mais on n'a pas nos collègues du service support qui auraient pu mieux vous répondre que nous. En gros, sachez que durant la formation, vous conservez votre salaire en intégralité. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. L'épreuve orale sera-t-elle davantage axée sur les connaissances du fait de la suppression? J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Les questions posées nécessitent de rédiger une note à l'attention du décideur avec une introduction à l'annonce du plan des parties pour répondre aux questions. Pas de conclusion en fin de note. Les annexes sont à mentionner en fin de note. Encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question. C'est le sujet qui vous donne toutes ces indications. C'est le sujet vraiment qui vous donne toutes les indications sur ce qu'on attend de vous par rapport à cette épreuve. Concernant les états de service, doit-on renseigner le document disponible sur le site internet ou peut-on fournir l'impression du logiciel Alliance signé par le RH? En réalité, l'état de service, il sert à vérifier votre éligibilité au concours interne, à savoir la période, donc les 4 ans de service public, et la position d'activité à la date de clôture des inscriptions, c'est-à-dire pour cette session le 6 mars 2025. Donc, si le document que vous pouvez fournir du logiciel Alliance répond effectivement à ces deux points, effectivement, ça peut suffire. Concernant l'épreuve écrite, le timbre est-il nécessaire avant toute rédaction? Bon, là aussi, ça va dépendre du document qu'on vous demande. Hein. Si c'est une note à l'attention du préfet, vous pouvez effectivement mettre un terme. Alors faites attention, j'en profite pour vous préciser d'être particulièrement vigilant à ce qu'on appelle la rupture de l'anonymat. Ne mettez pas votre nom, ne signez pas les copies, ne mettez pas d'indications qui pourraient laisser penser que vous faites passer un message à je ne sais trop qui d'ailleurs. Mais voilà, on a eu par le passé, et on a quasiment tous les ans, des copies qui ne sont pas corrigées du tout par le jury parce que ces copies ont perdu leur anonymat.
parce que de façon vraisemblablement souvent inconsciente, hein, le candidat a signé sa propre copie en mettant son nom. Ou à faire suivi, excusez-moi, Voilà, monsieur le directeur, voilà. à faire suivi par le nom et prénom du candidat ou le 06 du candidat. Non, en fait, Voilà. il faut pas, hein, et puisque c'est anonyme, donc éviter. C'est vrai que quand on est un peu dans le stress, etc., on se débarrasse un petit peu du timbre. Et souvent dans le timbre, on met son nom et son prénom, son numéro de téléphone. Donc faites très attention parce que malheureusement, vous êtes exclu du concours, hein, tout bonnement. Hein. Alors, Voilà. bonjour, même question. Donc, je reviens pas sur la rémunération. En cas de réussite au concours interne, doit-on rester sur notre affectation actuelle jusqu'à la rentrée? Ben oui, forcément. Oui, vous serez détaché de votre, vous demanderez votre détachement à partir du début de la scolarité. Donc, si la scolarité débute au 1er octobre, ben, ça sera à compter du 1er octobre. Si elle débute au 1er janvier, ça sera à compter du 1er janvier. Donc, vous restez effectivement en poste durant cette période-là. Quelle est la part des annexes dans la note finale? J'ai répondu à la question précédemment. Fonctionnaire territorial, quelle démarche en cas de réussite? Pareil que pour les fonctionnaires d'État, c'est-à-dire que vous aurez une demande de détachement à effectuer auprès de votre administration actuelle, détachement de 8 mois pour pouvoir suivre la scolarité à l'Institut. Bonjour, comment les résultats d'admissibilité sont-ils transmis aux candidats? Alors, d'abord, vous connaîtrez, donc effectivement, les candidats admissibles seront connus au moment de la proclamation des résultats le 12 mai à l'issue de la réunion d'admissibilité, donc la réunion du jury en session plénière. Donc déjà, vous avez accès effectivement aux résultats sur le site internet de l'IRA de Bastia. Pour le 12 mai, parce que je ne sais pas pour mes collègues des autres IRA les dates. Et ensuite, vous allez effectivement recevoir dès le lendemain un courrier qui vous informe effectivement que vous êtes admissible au concours. Est-ce que la forme... Petit Nicolas, est-ce que la forme est importante pour l'épreuve écrite, dans le sens, est-ce qu'il faut avant de débuter la note à l'écrite à l'adresse de monsieur le préfet? Donc là aussi, même réponse que précédemment, en fonction de la demande, effectivement. Si on vous demande de faire une note à l'attention du préfet, il faudra mettre note à l'attention du préfet, effectivement. Le dire Mathilde, je réponds sur la question de Delphine. Je suis militaire, mon service RH me fournit un état de service type avec signature électronique. Est-elle admise en tant qu'état des services où il faut absolument utiliser le modèle en ligne? Moi, j'ai répondu tout à l'heure. En fait, voilà, soit bien signé effectivement par votre supérieur hiérarchique et RH, mais avec effectivement respectant ces deux informations importantes pour l'éligibilité, à savoir les 4 ans ou plus, bien évidemment, de service public et la position d'activité au 6 mars. Les candidats éliminés peuvent-ils accéder à nouveau à la session Oui, bien sûr. Évidemment, il n'y a pas de nombre de passages, de nombre de passages d'âge. Vous pouvez passer le concours autant de fois que vous le souhaitez. Savez-vous combien de postes seront offerts pour cette session? Non, pas encore, mais vous le saurez très rapidement, puisque l'arrêté doit être publié avant l'épreuve écrite, donc avant le 3 avril. Donc tout ça, vous aurez l'information dans quelques jours. J'appréhende l'oral, comment se préparer au mieux? Alors, le mieux, c'est d'abord d'être admissible. Et ensuite, effectivement, il faudra se préparer à l'oral. Vous avez des préparations, alors ça dépend de votre statut, hein, ça dépend de ce que vous faites actuellement, si vous passez le concours interne, le concours externe ou la troisième voie, mais n'hésitez pas éventuellement à nous solliciter. Une fois que vous serez déclaré admissible, on essaiera de vous donner des pistes pour vous préparer au mieux à l'oral. Bonjour, avec la création du site de Nanterre, la proportion de postes en région parisienne sera-t-elle moindre pour les autres IRA? C'est une très bonne question. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que la répartition des postes en administration centrale restera équitable entre les 6 centres. Puisque maintenant, on va parler de centres. Donc, cette répartition sera équitable. Il est possible, effectivement, qu'il y ait un petit peu moins de postes dans les départements d'Île-de-France, donc en postes déconcentrés, attribués aux autres IRA. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la répartition des postes en centrale restera équivalente pour les 5 instituts. Est-ce que les postes de directeur PJJ peuvent-ils se présenter dans la liste des postes proposés futurs? Non, on n'a pas vocation à proposer des postes de directeur PJJ en sortie IRA. Il y a des postes au sein de la PJJ qui sont proposés, notamment l'administration centrale, le ministère de la Justice, mais pas des postes de directeur, puisque ce sont des postes de techniciens, et nous, on n'a pas vocation à recruter et à préparer ces profils-là. Pour les annexes, peut-on utiliser des silos de couleurs différentes? Non, vous allez recevoir les consignes à l'appui de la convocation. Il est quand même fortement recommandé d'utiliser que le silo bleu, foncé ou noir. Quelle révision conseillez-vous pour l'écrit, hormis la lecture des rapports du jury, meilleure copie de cadrage?
Il n'y a pas de révision particulière. Encore une fois, c'est l'avantage de cette épreuve-là, c'est que normalement, vous avez tous les éléments qui vous sont fournis dans le sujet. Encore une fois, c'est une épreuve qui a pour objectif de voir votre niveau d'adaptation, de compréhension et de réponse à la commande. Donc, il n'y a pas de révision particulière à faire. Il est important de bien comprendre la commande et d'avoir bien évidemment un bon niveau quand même rédactionnel. J'en profite pour attirer votre attention sur l'orthographe, sur la syntaxe, parce que ça fait partie des éléments qui sont aussi regardés particulièrement par les correcteurs. Une copie où il y a 3 fautes d'orthographe dans chaque phrase sera toujours moins bien perçue qu'une copie qui n'en comportera pas. Donc là aussi, soyez particulièrement vigilants par rapport à ça. N'oubliez pas de relire vos copies et potentiellement de corriger les fautes. Ça fait toujours partie des questions que le jury se pose au moment où il corrige vos copies. En plus, je reviens sur un point que j'évoquais au tout début de mon intervention. En plus de tout ça, des rapports de jury, des bonnes copies, des notes de cadrage, vous avez la plateforme Réussira, qui est un entrepôt de ressources. Donc, c'est un peu la foire fouille de la préparation au concours. Donc, on y trouve beaucoup de choses. Donc, allez sur cette plateforme. Et si jamais vous estimez que vous manquez d'éléments, normalement, vous trouverez sur Réussira tout ce qui vous manque. Mais normalement, vous avez tout. Et je vous mets en garde contre une tentation qui peut être négative, c'est de vouloir accumuler beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, où il faut arrêter, parce qu'en fait, vous flippez, vous stressez, vous avez l'impression de vous calmer en potassant plein de trucs tous azimuts. Non. Donc, limitez-vous aux choses de base, mais par contre, faites-le bien et ne vous dispersez pas à vouloir multiplier trop de sources d'informations ou de données. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Donc, calmez votre stress différemment, faites de la méditation, faites de la gym, faites ce que vous voulez, mais ne tombez pas dans l'excès de vouloir accumuler plein de trucs. Généralement, au bout d'un moment, stop. Voilà. Alors, les annexes doivent être créées entièrement ou un modèle était déjà fourni. Bon, là aussi, ça dépend des épreuves. En général, elles doivent être créées. Et encore une fois, normalement, les outils qui sont à votre disposition vous permettent de le faire. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Quelles sont les attentes en tant que jury face au candidat à l'oral? Bon, là aussi, on aura l'occasion d'y revenir pour ceux qui seront déclarés admissibles. Mais je le disais tout à l'heure, l'objectif de l'oral, c'est de juger de la capacité à l'élève de se positionner en tant que cadre, de sa motivation notamment, de sa projection en tant que futur cadre de l'administration, de sa connaissance potentielle des futures missions et des futurs postes qui pourraient lui être proposés. Il y a tout un élément, il y a toute une série d'éléments comme ça qui sont jugés par le jury, qui se pose essentiellement une question: est-ce que je serais intéressé par le recrutement de ce candidat-là pour travailler avec lui? Voilà. Donc la question principale que se pose le jury, c'est celle-ci. Donc à charge pour vous justement de vous vendre en quelque sorte. On est dans le cadre d'un entretien qui n'est pas un entretien de connaissance, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est vraiment un entretien de recrutement avec bien évidemment l'idée que le jury maîtrise, que vous allez suivre une formation et que s'il y a des manques potentiels, cette formation vous permettra de les acquérir. Voilà. Ensuite, comment se déroule le classement dans l'école au cours de la formation qui permet de choisir le corps que l'on souhaite intégrer? Alors, durant la formation, vous avez également des épreuves dites de classement qui sont des épreuves professionnalisantes. Il y en a 3. Il y a une épreuve qui est une épreuve collective, qui est un rapport commandé d'une administration, c'est-à-dire que dans un collectif de 5 ou 6 élèves qui sont tirés au sort et qui tirent eux-mêmes au sort leur sujet, eh bien, il y a un travail à fournir durant 9 semaines. Ce travail est ensuite à défendre devant le jury et il est noté en tant que tel pour compter dans le classement final. Il y a ensuite, à l'issue d'une période de stage de 6 semaines, un rapport qui sera également évalué par le jury, qui comptera également dans le classement. Et enfin, il y a un entretien avec le jury de sortie
à travers la présentation et la défense d'un curriculum vitae, donc un CV, donc pour cette troisième épreuve. Donc 3 épreuves, un classement qui va déterminer le choix la possibilité de choisir son poste d'affectation. Alors peut-être une question sur le corps, parce que je sens que à travers la question de Carla, il y a peut-être une légère incompréhension. Donc l'immense majorité des élèves en sortie d'IRA, c'est-à-dire 100%, donc n'a pas le choix du corps, puisque vous avez intégré un corps, le corps des attachés d'administration de l'État, les AAE, qui est un corps donc de cadre interministériel. À la marge, très très à la marge, il y a la possibilité de temps en temps d'avoir un poste dans un corps qui est très marginal pour nous, qui est le corps des secrétaires des affaires étrangères, rédacteurs au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc je crois savoir que pour votre promotion, enfin c'est que vous avez vocation à intégrer, il y aura un poste offert à l'IRAD Bastia, ça m'a été communiqué aujourd'hui par la tutelle, mais ce sont des offres qui sont limitées en nombre et qui tournent entre les IRA. Donc tous les IRA n'en offrent pas systématiquement et c'est pas à chaque promotion. Donc voilà, donc pour la promotion qui sera pour nous la 50e promotion, donc la vôtre potentiellement, il y aura sans doute un poste pour intégrer ce corps particulier de secrétaire des affaires étrangères, mais c'est vraiment marginal. Donc dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire 100%, vous intégrez un corps unique, le corps des attachés, point barre. Alors, Julie, une question un peu surprenante. Actuellement, existe-t-il un contrat d'objectifs et de performance? Oui, notre établissement a un contrat d'objectifs et de performance, mais peu d'intérêt pour vous en termes de candidate au concours. La formation est-elle rémunérée? Oui, je le disais tout à l'heure. Oui, à partir du moment où vous êtes lauréat ou lauréate du concours et que vous intégrez l'IRA, vous êtes rémunéré en tant que cadre débutant de l'administration, sauf si vous êtes issu du concours interne, ou comme je disais tout à l'heure, vous conservez votre rémunération initiale. Alors juste une précision, parce que le fait de devenir fonctionnaire, cadre de surcroît et rémunéré par le contribuable et le citoyen, fait que vous avez en échange des obligations. Et parmi ces obligations, il y a celle de suivre assidûment les cours et la formation. Donc, les présences sont contrôlées, pas systématiquement, mais très souvent. Et s'il s'avère que certains d'entre vous croient utile et bon de s'absenter sans prévenir et sans y être autorisé et qu'on s'en aperçoit, donc vous aurez des sanctions de type administratif et puis des sanctions de type financier. Je m'octroierai le droit, puisque ce droit est en ma possession, de vous retenir 1 jour de salaire, 2 jours de salaire, 3 jours de salaire. Donc, la rémunération implique obligation. Le cursus sera-t-il d'une année? Non, le cursus de formation est fixé à 8 mois depuis le 1er janvier 2025. Donc, vous êtes formé pendant 8 mois au sein de l'Institut avec une période de stage de 6 semaines en administration. À l'issue de ces 8 mois, il y a donc un classement, comme je vous le disais tout à l'heure, un choix de poste d'affectation et 6 mois de stagiaire dans l'administration et sur le poste que vous choisissez. Et donc, à l'issue de ces 6 mois, vous êtes titularisé par l'administration d'accueil. Donc, vous avez une formation en fait de 14 mois, 8 mois à l'Institut et 6 mois de stagiaire au sein de l'administration d'accueil. L'IRA propose-t-il des logements à l'issue des résultats d'admission? Alors l'IRA, non. L'association des élèves, effectivement, établit un fichier logement, ce qu'on appelle le fichier logement, où effectivement les propriétaires locaux peuvent déposer leur annonce de leurs biens par l'intermédiaire de l'association des élèves et nous transmettons. Alors là, pour le coup, l'IRA, on fait un peu boîte aux lettres. En fait, l'IRA envoie aux candidats admis, donc aux futurs élèves, ce fichier logement à l'aide de, enfin voilà, vous connecter à l'aide de codes et d'identifiants pour accéder effectivement à ce fichier logement. Et il y a suffisamment bon nombre de logements, autant de logements si ce n'est plus que d'élèves en formation. Ensuite, alors, si la scolarité l'IRA ne nous correspond pas, avons-nous un délai pour retourner dans notre ancien poste? Alors oui, vous pouvez démissionner de votre scolarité IRA dans les 4 mois qui suivent l'entrée en formation, sans avoir à rembourser quoi que ce soit. Au-delà de ces 4 mois-là, vous êtes tenu de rembourser l'ensemble des salaires
et indemnités perçues, notamment au titre de la formation. Donc, dans les 4 mois, vous pouvez démissionner et retourner dans votre corps et votre poste d'origine. Enfin, poste d'origine, en tout cas votre ancien corps. Le poste, ça dépend de l'administration dont vous venez, si le poste est toujours vacant ou pas, mais vous avez la possibilité de démissionner sans conséquences majeures dans les 4 mois qui suivent le début de la scolarité. Alors, une petite précision sur quelques cas particuliers. La règle, c'est celle que Didier vient de dire. Il se peut que parmi vous, il y ait des candidats qui passent plusieurs concours, qui rentrent à l'IRA et qui, entre-temps, passent des concours de type supérieur, entre guillemets, par exemple l'INSP, par exemple l'École nationale de la magistrature. Si vous réussissez un concours de catégorie supérieure aux IRA, vous pouvez démissionner de l'IRA et intégrer une autre école, dite grande école, sans pénalité, sans qu'on vous demande de rembourser. En revanche, et là je reviens sur la règle donnée par Didier, si vous intégrez autre chose que l'IRA qui est de niveau équivalent, voire inférieur, mais bon, inférieur, le cas est peu probable, mais bon, c'est pas jamais. Donc là, en revanche, vous devrez rembourser, si c'est au-delà de 4 mois. Donc, je récapitule. Au-delà des 4 mois, si vous démissionnez, vous remboursez. Si c'est pour intégrer une école ou un concours de niveau supérieur, vous ne remboursez pas. Si c'est pour intégrer quelque chose de niveau équivalent ou inférieur, vous remboursez. Existe-t-il des formations en langue au sein de l'IRA? Donc, alors, il n'existe pas vraiment des formations. Par contre, on est tenu potentiellement de vous donner la possibilité de passer les tests nécessaires au niveau linguistique lorsque celles-ci sont demandées, notamment effectivement pour intégrer le ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est prévu et vous en êtes informé dès le début de la scolarité. Et effectivement, on prend en charge le passage, entre guillemets, de ces tests de niveau. Je ne détériore rien la qualité du scan, donc certainement. Il est dommage de le proscrire. C'est-à-dire les précédentes sessions, depuis que nous dématérialisons les copies d'examen. Alors avant, effectivement, le papier arrivait des différents centres, les copies d'examen arrivaient des différents centres, et ensuite étaient transmis au membre du jury pour correction. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Moi, si je vous donne ces consignes, c'est pas pour vous embêter, c'est simplement ce sont les consignes du ministère de tutelle et surtout des centres qui numérisent. Je suppose que c'est par d'expérience qu'ils ont effectivement constaté que le blanco détériorait la copie. Maintenant, moi, je n'ai jamais vérifié. Mais les présentes sessions, depuis que nous sommes effectivement en phase de dématérialisation, c'est comme ça. C'est toujours les consignes qu'on a communiquées aux candidats. Les boules caisses sont-elles autorisées? Ouais, en tout cas, elles ne sont pas interdites. Donc, ma foi, si elles ne sont pas interdites, vous pouvez les utiliser. Alors, et outre les généralistes, comment devenir spécialiste dans un domaine particulier? Ça dépend de quel domaine particulier vous parlez. Si vous voulez être inspecteur du Trésor, il faut se tourner vers le concours du Trésor. Si vous voulez être inspecteur de police ou commissaire de police, il faut se tourner vers ces concours-là, qui sont des concours spécialistes et spécialisés, avec des écoles également spécialisées pour les domaines. Il n'y a pas encore une fois, nous sommes des écoles interministérielles à vocation administration générale. Alors, à vocation administration générale, il est évident que lorsque vous êtes en poste, vous allez acquérir un certain professionnalisme sur certaines thématiques budgétaires, communication et autres, mais il n'y a pas de spécialisation proposée dans le cadre de la formation à l'IRA. Petite précision. Donc, les IRA font partie d'une famille plus large qui s'appelle le RESP, Réseau d'écoles du service public. Ce réseau fédère une quarantaine d'écoles. Et dans cette quarantaine d'écoles, il y a 6 écoles, enfin, disons 7, dorénavant peut-être avec l'IRA de Nanterre, le site de Nanterre, des écoles généralistes. J'ai déjà expliqué ce que j'entendais par là. Donc, les 6 sites IRA, plus l'INSP, qu'on appelait jadis l'ENA. Donc, ces écoles-là forment des généralistes. L'INSP forme des généralistes appelés à occuper des grades d'administrateurs, donc supérieurs. Les IRA forment des postes, forment des cadres attachés. Bref, une fois qu'on a dit ça, effectivement, donc si vous souhaitez
passer un concours de spécialistes. Donc ça veut dire que vous avez en gros 35 écoles de services publics qui vous sont ouvertes pour passer des concours. Alors, effectivement, ça peut être la magistrature, ça peut être la police, ça peut être la santé, ça peut être des services vétérinaires, ça peut être des greffes, ça peut être des bibliothécaires, ça peut être plein de choses. Donc, à vous de voir avant, si possible, ce que vous préférez faire. Après, même une fois que vous serez devenu attaché, donc généraliste, dans la carrière qui va s'offrir à vous, peut-être dans votre expérience déjà accumulée, on a perdu l'image, donc on va tenter de la rétablir. Quand vous serez à l'IRA, donc vous serez formé en tant que cadre généraliste, mais nous avons tous un tropisme particulier. Alors, ce tropisme, soit il est le fruit déjà d'une expérience passée, d'une expérience à venir, mais dans beaucoup de cas qui vont vous concerner, vous aurez un fit particulier. Alors, certains auront plutôt le fit juridique, d'autres plutôt le fit budgétaire, d'autres plutôt le fit ressources humaines. Donc, des postes que vous choisirez seront quelque part après influencés par ce qu'on appelle une dominante métier. Donc, au sein du métier généraliste, vous aurez pour certains une dominante plus gestion ressources humaines, d'autres plus gestion budgétaire. Par exemple, ça va dépendre de vous, de vos choix, de vos appétences, des opportunités. Donc, vous serez des généralistes, mais avec des dominantes, une dominante, souvent. Voilà. On va rester vraisemblablement uniquement en son. C'est qu'on se déconnecte complètement, on se reconnecte, non? Oui, mais on va perdre les questions. Ah, on va perdre les questions, d'accord. Dans ces cas-là, on va rester en son, désolé. Voilà, on reste en son. Donc, il y en a une question sur quand on est interne, est-ce qu'on conserve son salaire en cas de réussite? Ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Quels sont les critères de notation pour le cas pratique? Alors, les critères sont définis par le jury. Donc, il n'y a pas de critères arrêtés avant même l'épreuve. Donc, c'est en fonction du sujet lui-même. Donc, il faut, je ne peux pas vous donner d'informations par rapport à ça aujourd'hui, bien évidemment. Concernant les sujets de l'épreuve écrite, ceux-ci portent sur l'actualité des politiques publiques. Par actualité, doit-on comprendre des événements récents survenus ces derniers mois, ou cela peut-il inclure des faits plus anciens, par exemple datant d'il y a 2 ans, par exemple? Oui, complètement. Quand on parle d'actualité, on parle d'actualité des politiques publiques en général. Il peut y avoir une actualité récente, mais une actualité un peu plus ancienne. Donc, il n'y a pas de définition particulière de politique publique d'actualité. Le dossier documentaire doit-il être exploité dans son intégralité? Faire l'impasse sur un document par manque de temps ou de pertinence de notre point de vue est-il sanctionnable? Ça, là aussi, ça dépend du sujet, ça dépend de la façon dont vous le traitez, ça dépend de ce que le jury va juger être indispensable ou non indispensable. Alors, petite précision, dans un dossier documentaire, tous les documents ne se valent pas. Il y a des documents importants, incontournables, donc ceux-là, vous ne devez pas faire l'impasse dessus. Vous allez me dire comment on les distingue. Eh bien, si vous ne savez pas les distinguer, c'est que vous êtes mauvais. Donc, logiquement, vous avez appris à repérer dans un dossier documentaire les documents incontournables. Après, les documents secondaires ou marginaux, ceux-là, vous pouvez ne pas en tenir compte, même si la règle, c'est d'essayer de tenir compte de tous les documents. Mais bon, en tout cas, ne négligez pas les documents fondamentaux de base. Ça vous sera reproché. L'épreuve orale se déroule à la Bastia, nous avons répondu tout à l'heure. Que préconisez-vous pour le signataire de la note, chargé de mission, etc. Surtout pas votre prénom, pas votre nom, pas votre numéro de téléphone et pas de signature, pas de signature. Voilà, si on vous dit effectivement vous êtes chargé de mission et vous devez préparer une note à destination du préfet, à la fin vous pouvez marquer le chargé de mission. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ne mettez pas le chargé de mission Christelle Vergit. Voilà. Est-ce que le jury à l'oral a un regard sur la note d'admissibilité au moment de l'oral? Non, pas du tout. Le jury à l'oral, le jury en fait va déterminer une barre d'admissibilité anonyme. Donc ils ont des listes avec des numéros d'anonymat. Ils vont tirer effectivement, ils vont établir une barre d'admissibilité sur ces classements.
Et ensuite, ils vont effectivement vous accueillir, vous auditionner à l'oral, mais pour autant, ils ne connaîtront pas votre note à l'écrit. Est-ce que le jury sera le même que l'an dernier? Alors, il y a eu quelques changements et quelques nouveaux membres nommés cette année, peu, mais en général, on fait en sorte que le jury, par exemple, qui a auditionné les candidats au concours externe, eh bien, on va imaginer qu'au mois de juin, ils vont auditionner les candidats au concours interne et troisième concours. On essaye justement, et on ne fait pas non plus le même sous-jury, c'est-à-dire que les 3 personnes que vous avez peut-être potentiellement rencontrées, voilà, ils ne seront pas les mêmes en face de vous, quoi. Peut-être une personne, peut-être un membre, mais pas les 3. Merci à Tomé qui répond à Esther sur les systèmes. Effectivement, je confirme, les systèmes ont été publiés au JO. Donc oui, ça, vous pouvez vous y référer. Je ne reviens pas sur l'histoire du généraliste qui veut devenir spécialiste. Alors, peut-être que j'y reviens quand même. Donc, pour un généraliste devenir spécialiste, ça impose de passer des concours de spécialistes. Voilà. En revanche, il y a une possibilité pour certains spécialistes de devenir généralistes. Donc, je pense notamment à certains spécialistes, peut-être qu'il y en a parmi vous, qu'on appelle les professeurs, les enseignants. Donc, il existe un dispositif qu'on appelle passerelle. D'ailleurs, les IRA sont impliqués dans ce dispositif à fond. Et à l'IRA de Bastia, nous avons depuis maintenant 4 ans un contingent d'une trentaine de stagiaires qui sont d'anciens professeurs et qui sont en train de devenir attachés. Voilà. Donc, dans ce sens-là, pour l'éducation nationale à ce stade, peut-être de même pour d'autres ministères, en tout cas, ça n'est pas fait à l'heure où l'on parle, c'est un projet. Donc, il y a la possibilité de faire la passerelle dans ce sens-là, hein, des professeurs vers attachés. En revanche, en tant qu'attaché, si vous voulez devenir spécialiste, eh bien, vous passez les concours qu'il faut, et puis c'est tout. Le jury est-il composé de professionnels? Oui, uniquement de professionnels. Il n'y a que des fonctionnaires, pour la plupart en situation d'activité. Il peut y avoir quelquefois 1 ou 2 retraités, mais pour l'essentiel, ils sont en situation d'activité, issus des 3 fonctions publiques, même si majoritairement, on a des membres de jury issus de la fonction publique d'État. On a aussi quelques membres de jury issus de la fonction publique territoriale, voire potentiellement des membres de jury issus de la fonction publique hospitalière, bien sûr sur des cadres administratifs. Donc c'est effectivement un jury composé de professionnels. Pour ce qui concerne l'IRA de Bastia, on a souvent une majorité d'anciens élèves d'IRA, que ce soit l'IRA de Bastia ou d'autres IRA, qui composent notre jury. Je ne reviens pas sur, on a déjà parlé sur les annexes. Mon rêve est d'entrer au ministère de la Culture. Il y a très peu de place. Alors, la répartition des postes en fonction des ministères se fait simplement par ce que les ministères peuvent mettre à disposition et par les besoins qu'ils ont en termes de recrutement. Donc, on a effectivement tous les ans des postes au sein du ministère de la Culture, en administration centrale ou dans les DRAC, sur des postes administratifs, hein, donc des postes essentiellement dits de support. C'est pas le ministère qui fournit le plus de postes, mais on a tous les ans des postes au sein du ministère de la Culture. Je ne peux pas vous en dire plus. Effectivement, ça ne fait pas partie forcément du ministère qui recrute le plus, parce que c'est pas forcément non plus le ministère le plus important en termes de nombre de fonctionnaires. Bon, exactement. Hein. Pour assister là-dessus, et Didier a tout dit, la culture, entre guillemets, c'est un petit ministère. Alors, un petit ministère, c'est pas par rapport à la grandeur de la mission qui est très importante, mais nous, dans les IRA, nos gros clients qu'on approvisionne, c'est 1, l'éducation nationale, 2, l'intérieur, et après, je dirais, il y a les autres. Hein. Les autres, donc c'est la santé, la justice, l'écologie, c'est les finances, c'est la caisse des dépôts et des consignations, etc., etc. Donc, et la culture fait partie des petits clients. Alors, il restera toujours un petit client. Donc, non, ça ne changera pas. Et si vous n'arrivez pas à intégrer la culture en sortie d'IRA, vous pourrez intégrer la culture par la suite, hein, puisqu'une fois que vous sortez avec votre bagage d'attaché, ben, vous sortez, mettons, à l'éducation, ça ne vous empêchera pas, 3 ans après, d'avoir une mobilité et d'intégrer les ministères de la culture, soit en centrale, soit dans ces nombreux établissements publics, puisque la culture est un ministère intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il y a beaucoup d'établissements publics, à commencer par les musées, entre autres, mais pas que, les services aussi territoriaux, même si ceux-ci ont de plus en plus intégré le giron des collectivités et des régions,
Mais pour autant, voilà. En tout cas, si vous entrez à l'IRA dans l'espoir de sortir au ministère de la Culture, vous visez un petit tunnel étroit, hein, il faut le savoir. Alors, être fonctionnaire de catégorie C dans un service technique est-il un problème pour l'oral? Non, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, le concours est ouvert, y compris en interne, à des candidats potentiellement issus de la filière technique de catégorie C. La seule question, c'est de savoir si vous avez la capacité d'expliciter votre motivation à rejoindre la filière administrative, donc dans le corps des attachés d'administration de l'État, et de savoir justement partager cette volonté avec le jury. Alors pour autant, je me permets de compléter, vous partez avec un certain handicap quand même, hein, il faut qu'on se parle vrai dans ce webinaire. Donc si vous êtes catégorie C technique sans connaissance administrative, bon, ça va être très dur. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas hors de portée, mais ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un ticket d'entrée lourd, qui est de vous goinfrer, de vous baffrer le socle de connaissances de base administratives sans lesquelles vous ne pouvez pas faire un bon attaché. C'est pas possible. Hein. Navré d'être un peu cru, mais dans ce qu'on appelle la compétence professionnelle, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la compétence, mais mon équipe autour de moi sera là pour vous y former, parce qu'on développe ce qu'on appelle l'approche par la compétence. Mais dans cette approche par la compétence, il y a plusieurs ingrédients qu'on met dans le saladier, et dans ces ingrédients, il y a la connaissance. Alors, il n'y a pas que la connaissance, hein, mais il y a la connaissance. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances administratives, eh bien, vous allez bosser, mon ami, pour les acquérir et donner au jury l'illusion que vous savez quelque chose. Hein. Voilà. Donc, si vous pointez la fleur aux dents, fort de votre expérience d'agent technique, alors je ne sais pas dans quel type de métier vous êtes, mais ça ne suffira pas. Hein. Voilà, il faudra bosser pour réussir à donner l'impression que vous avez ce socle minimum. Sur la question de quelle démarche, quel salaire pour un fonctionnaire territorial qui aurait réussi le concours, je l'ai dit tout à l'heure, comme pour les fonctionnaires issus de la fonction publique d'État, vous êtes détaché durant la formation et vous gardez le bénéfice de votre salaire initial. Shakira corrige les copies. Le candidat où c'est mélangé, oui, Shakira nomme ces membres du jury qui appartiennent donc à l'IRA. l'IRA de Bastia ou à l'IRA de Lyon, etc. Donc non, il n'y a pas de mélange qui se fait, c'est les membres du jury nommés pour l'IRA de Bastia qui vont effectivement corriger les copies des candidats qui ont choisi Bastia en inscription. Les sujets sont les mêmes, mais les jurys sont différents pour chacun pour chacun des IRA. Auriez-vous une tranche de nombre de postes qui va être prévue pour cette nouvelle session? Non, pas encore, mais vous l'aurez très rapidement maintenant, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avant l'épreuve écrite, donc dans les jours qui viennent. Alors la tranche, bon, on va donner quand même une fourchette, on va dire, pour garder la métaphore culinaire entre la tranche et la fourchette. Donc ça sera sans doute entre 130 et 170. Bon, ça nous donne un ordre de grandeur. Après, ce que je vous dis, ce n'est pas contractuel. Il ne faudra pas m'attaquer devant un tribunal administratif. Non, hein. Si c'est plus ou si c'est moins. Oui. Bon, donc, c'est sûr sur quoi on peut compter aujourd'hui, sous réserve de confirmation. Sachant que dans ce nombre-là, bien évidemment, il y a une répartition entre les internes, les externes et les troisièmes concours, bien évidemment. On n'y revient pas, est-il facile de trouver un logement à louer à Bastia? Oui, c'est facile, par le biais de l'association des élèves, on n'y revient pas. De même pour la question sur le site de Nanterre et les postes en région parisienne, on y a répondu. Un seul concours ira en 2025 et non deux comme l'an dernier. L'an dernier, en 2024, il y a eu qu'un seul concours. Il y avait qu'un seul concours aussi. Effectivement, on est revenu à un seul concours par année. Voilà, donc un seul concours en 2025 et un seul concours en 2026. Combien de temps entre les résultats d'admissibilité et l'épreuve orale? Alors, les résultats d'admissibilité seront proclamés le 12 mai, à l'issue de la réunion, je pense, en fin d'après-midi. La semaine des oraux aura lieu du 2 au 6 juin. Donc, c'est extrêmement court. C'est des dates qu'on nous impose, donc on n'a pas trop le choix au niveau des dates. Donc, effectivement, voilà, on fera le nécessaire pour vous envoyer des convocations à l'épreuve orale très très rapidement, mais on est tenu aussi par des délais réglementaires. Donc voilà, on fera au mieux. Voilà. Joseph qui me demande si le salaire est conservé avec les majorations outre-mer. Je ne pense pas, puisque la majoration outre-mer, elle dit elle-même à quoi elle correspond. À partir du moment où vous ne serez plus en outre-mer, vous garderez quand même votre salaire, éventuellement les indemnités liées à votre poste.
mais je ne pense pas, alors à vérifier. Éventuellement, saisissez-nous par mail, on vous répondra de façon plus certaine, mais je ne pense pas. L'entrée à l'école sera le 1er, non, ça sera soit octobre, soit janvier 2026, ce que disait le directeur tout à l'heure. Des logements réservés, non. Vous avez, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, la possibilité d'accéder à un fichier de logement, et c'est du privé à privé. C'est des contrats de bail de privé à privé qui seront à signer entre vous et votre bailleur. Voilà, ouais, c'est ça. Non, on n'est pas en mesure de vous indiquer, effectivement. On a déjà répondu. On a répondu. Si l'on est une femme, doit-on masculiniser la copie ou peut-on écrire au féminin? Je dis cela en rapport avec la rupture de l'anonymat. Non, il n'y aura pas de rupture d'anonymat si vous mettez et eux à. Non. Oui, il y a monsieur ou madame Mouranda qui demande si on peut rajouter une marge. Bon, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Mais... Ouais, mais il y a pas. Ouais. Non. Vous traitez votre copie comme vous le souhaitez, mais bon, voilà. Et sur le féminin dans la copie, non, il n'y a pas de souci. Hein. Non. Pas de problème. Oui. Le service civique est-il pris en compte dans la durée des services de façon au concours interne? Oui. Oui. Si oui, quel justificatif fournir? Vous avez forcément un justificatif qui est une attestation, ouais, qui dit qu'effectivement vous avez effectué un service civique. Un agent contractuel pour 1 an, au moment de l'admission avec un salaire plus important, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, vous conservez votre rémunération à partir du moment où vous êtes agent public, au moment où vous intégrez l'IRA. Donc, pas de... Ce sont des questions. Avec la création de site de Nanterre, la proportion des postes en région parisienne, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le temps de la formation, je l'ai dit tout à l'heure. Les stages, c'est à nous de les chercher. Non, les stages que vous allez faire, enfin le stage que vous allez faire durant la formation de 6 semaines, vous aurez à à émettre des vœux, pour être plus précis, à partir d'un catalogue qui vous sera proposé. Comment se passe l'ouverture d'un poste en sortie d'IRA en Outre-mer? Ça se passe très bien, quand il y en a. Voilà, c'est des postes, c'est comme pour les autres postes, hein, ce sont les ministères qui proposent des postes en Outre-mer, qui sont ensuite répartis entre les 5 IRA. Voilà, il y a une petite procédure quand même qui est mise en place. On sollicite pendant la scolarité les élèves qui seraient potentiellement intéressés par des postes en Outre-mer, de façon à ce qu'on puisse faire remonter l'information au ministère concerné, et qu'on puisse potentiellement avoir des propositions sur ces postes-là, étant entendu que de toute façon, bien évidemment, ces postes-là ne sont pas plus réservés que les autres, et que c'est le classement qui fait de toute façon le choix du poste. Ouais, ça c'est très important. Je me permets d'insister pour être sûr que tout le monde a bien compris. Enfin, en tout cas, les webinaires de ce soir intéressés par l'outre-mer. Donc, il y a effectivement une procédure distincte de la procédure de droit commun, mais malgré tout, donc, on tient compte, ça c'est une commission qui se réunit des directeurs d'IRA, où on se met d'accord entre nous pour récupérer des postes par rapport aux élèves qui ont des vraies circonstances personnelles importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le CIMM, un centre d'intérêt matériel et moral. Exemple, un conjoint, des enfants sur place, des parents gravement malades, etc., etc. Donc, si c'est le cas, on établit un classement des cas prioritaires. Ensuite, DIRA récupère ce poste outre-mer, mettons en Polynésie, à La Réunion, en Guyane, peu importe. Mais ensuite, et c'est très important, Didier l'a dit, le classement ne disparaît pas. C'est-à-dire que s'il y a dans la promo une élève ou un élève qui a été plutôt fléché sur ce poste et qui se prépositionne sur ce poste, mais qu'au moment de l'amphi-garnison et du classement, il y a un élève qui ne s'était pas manifesté, mais qui se dit à lui d'avant, tiens, au fait, si je partais à La Réunion, ça pourrait être sympa, eh bien, il vous piquera le poste. Et on ne pourra rien y faire. Que ce soit bien clair. Donc, OK, on peut préflécher les postes outre-mer, mais in fine, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un camarade, entre guillemets, mieux classé que vous retire le tapis sous les pieds. Et ça, c'est la dure loi de la jungle. Voilà. Pour les années de troisième voie, la rémunération prendra-t-elle aussi en compte des années d'expérience? Alors, il y a une compensation, effectivement, une prime compensatrice qui est mise en place pour les troisièmes concours. Sous réserve d'admissibilité, existe-t-il un accord avec les compagnies de transport? Non.
Concernant le transport entre la Corse et le continent, bon, il n'y a pas de tarif préférentiel pour les élèves, ni en période estivale, ni en hors période estivale. Vous n'êtes pas considéré comme résident. Hein. Ça, c'est important. Bon, nous qui vivons et travaillons au pays, on est résidents et on a droit à des conditions particulières en tant que résident. Et pour ça, il faut justifier d'une résidence en Corse depuis au moins 1 an, je crois. Hein. Donc, ce ne sera pas votre cas, de toute façon. Donc, exceptionnellement, pour des élèves qui seraient déjà résidents en Corse, et donc là, c'est autre chose. Hein, mais sinon, pour vous, non. Donc, vous entrez dans le système de droit commun. Le salaire reçu comprend-il le RIFSEP? Oui, le salaire pour les internes, vous percevez l'intégralité de votre salaire antérieur, y compris donc le régime indemnitaire. Si on est en position de détachement, que se passe-t-il en cas de réussite? Eh bien, vous devez refaire un détachement, mais cette fois-ci auprès de l'IRA. Voilà. Vous avez indiqué à quelle date se déroule? Il me semble que Christelle, tu les as indiquées. Du 2 au 6 juin. Pour les dates des oraux, donc du 2 au 6 juin. Pourriez-vous nous préciser si tous les documents doivent être utilisés ou est-ce qu'il y a des documents pièges? Ça, on y a déjà répondu, c'est à vous à gérer tout ça en direct. Ou doit-on envoyer des justificatifs d'activité professionnelle? Alors, petite précision, non, il n'y a pas de document piège. Hein. Il n'y a pas un faux document qu'on vous met au milieu et on attend de vous que vous détectiez le faux document. Vous n'êtes pas expert en fraude documentaire, que je sache. Sinon, vous ne seriez pas à l'IRA, vous seriez à la police judiciaire ou ailleurs, ou aux douanes, ou à la police aux frontières. Bon, c'est pas votre choix. Donc, il n'y a pas de piège. Évidemment, on n'est pas là pour vous piéger. Je l'ai dit, il y a des documents incontournables, documents moins importants, mais ce sera à vous de détecter ça in situ. On n'a pas le sujet à ce stade. Donc, on découvrira le sujet en même temps que vous, d'ailleurs. Donc, non, il n'y a pas de piège, mais c'est à vous de faire le job. Alors, on a 1h30 déjà d'échange ensemble. On se donne encore un gros quart d'heure, donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. Vous doit envoyer les justificatifs d'activité professionnelle. Et bien, vous êtes inscrit, donc vous avez un identifiant mot de passe, un espace candidat. Et vous devez effectivement déposer vos justificatifs, que ce soit les diplômes, d'ailleurs pour les externes, j'en profite, les justificatifs pour les internes ou le 3e concours, sur votre espace candidat. Et vous avez jusqu'au 27 mai pour déposer ces documents. Comment se passe la promotion actuelle? Je l'ai dit tout à l'heure, donc 8 mois de formation à l'IRA et 6 mois en tant que stagiaire dans le poste d'affectation. Y a-t-il une possibilité de facilité pour les candidats admis à leur trajet de déplacement pour l'oral? Alors, il y a pour les concours internes la possibilité de faire prendre en charge le transport par son administration d'origine. Vous avez droit, les textes le prévoient, sous réserve bien sûr que votre administration d'origine le fasse. C'est le cas également pour les personnes en recherche d'emploi. Vous avez la possibilité d'une prise en charge à voir avec France Travail. Voilà. Pour les postes à pouvoir en Provence, en tant qu'élève de Bastia, est une région qui nous est réservée, où cela sera national. Alors, on s'appelle Instituts régionaux d'administration. Le terme régional est lié justement au poste d'affectation. Pour ce qui concerne l'IRA de Bastia, lorsqu'il y a des postes en service déconcentré de l'État qui sont situés notamment dans les postes dans les régions PACA, région Occitanie, région Corse également, bien évidemment, bien ces postes-là sont donnés à l'IRA de Bastia. Potentiellement, on a aussi la possibilité d'obtenir des postes dans la région Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, pardon, on va chercher la dénomination nouvelle, donc la Nouvelle-Aquitaine, en partage avec l'IRA de Nantes. La rentrée des lauréats, on en a parlé, soit 1er octobre, soit 1er janvier 2026. En tout cas, c'est les informations que nous avons pour l'instant. L'IRA de Bastia a-t-elle une? On ne sait pas quoi. Vraisemblablement oui, mais je ne sais pas quoi, mais vraisemblablement oui. Peut-être même plus. Une mère exceptionnelle. Comment se passe l'attribution des postes en sortie des IRA? Comment se passe l'attribution des postes en sortie des IRA? Alors, très rapidement, je vous le disais, en administration centrale, c'est un partage équitable entre les 5 instituts, entre les 6 centres, le centre de Nanterre, et ensuite, c'est une répartition en fonction de la localisation de l'IRA. Donc, je vous donnais l'exemple de l'IRA de Bastia. Donc, les postes situés géographiquement dans les régions que je vous citais à l'instant sont donnés en priorité à l'IRA de Bastia. L'IRA de Lyon aura les postes situés dans ses régions les plus proches, Metz dans l'Est et ainsi de suite.
Alors, du coup, là, ben oui, bien évidemment. Pour Cachana, oui, les rats de Bastia a plus de postes dans le sud de la France, bien sûr. Comme on demande plus haut, aurons-nous des tarifs pour on vous a répondu. Merci pour vos retours, c'est gentil. Comment conseillez-vous de gérer son temps durant l'épreuve? Munissez-vous d'une montre déjà pour avoir l'heure devant vous. Éventuellement, déjà, ça peut vous aider parce que pas toutes les salles d'examen sont peut-être pas dotées d'horloge, donc faites attention. Et puis, il faut peut-être utiliser les annales et essayer de se mettre en condition de concours pour voir comment vous arrivez à gérer votre temps par rapport à la demande qui est fournie dans le sujet, pour voir comment vous pouvez gérer votre temps, à savoir le temps de lecture, de compréhension, le temps de récolte des informations et le temps de rédaction. Alors, petit conseil supplémentaire, donc l'épreuve dure 4 heures, on vous l'a dit. Dites-vous que l'épreuve dure plutôt 3h45, non pas 4 heures, de façon à vous laisser un petit temps de relecture à la fin. C'est toujours fâcheux de finir sa copie à l'arrache, de se la faire arracher par le jury sans avoir eu le temps de relire. Relire, ça permet de corriger pas mal de fautes au passage et donc de limiter les dégâts. Donc dites-vous qu'il est bon de se garder ce tout petit temps à la fin de relecture. Roussel nous pose des questions par rapport au nombre de pages. Non, il n'y a pas de règle nouvelle, même si vous avez pu noter que les meilleures copies, potentiellement, c'est vous qui le dites, étaient des copies de 6, 7, 8 pages. Il n'y a pas de règle nouvelle par rapport à ce qui a été demandé sur les sessions précédentes. Bon, c'est pas payé au poids. Hein. Vous n'êtes pas maraîcher en train de vendre des clémentines corse sur le marché de Bastia. Peut-être que vous pourrez le faire un jour si ça vous intéresse. Donc, en revanche, ce qui est important, c'est de répondre à la commande, à ce qui vous est demandé. Et quand vous serez dans le milieu professionnel, votre supérieur hiérarchique n'aura pas forcément 3 heures à passer à lire votre note, si jamais on vous demande une note. Donc, soyez synthétique. Donc, il faut appliquer une règle que je conseille toujours, c'est la règle des 3 C. C'est quoi cette règle des 3 C? Clair, complet, concis. Donc, clair, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne ce que vous dites. Déjà que vous compreniez ce que vous écrivez, ça serait pas mal. Complet, c'est de couvrir le sujet. Concis, c'est dire le maximum de choses dans le moins de mots possible. Donc, pas de délayage, pas de blabla, pas de dilution du verbe. Soyez synthétique. Voilà. Et si vous appliquez cette règle des 3 C, quelle que soit la durée, la longueur de la copie, ben, vous aurez atteint l'objectif. Une fois la première affectation centrale en service est terminée, il envisage de bifurquer sur un poste différent de celui de l'attaché d'administration. Bon, ça, ce sont des questions que vous posez peut-être maintenant, mais que vous aurez à vous poser le moment venu. Donc, effectivement, une fois qu'on a intégré un poste, vous avez la possibilité, en fonction des opportunités qui se présentent, et des postes proposés de éventuellement muter, être mobile aussi bien géographiquement que sur des fonctions nouvelles. Oui, il n'y a rien qui s'y oppose. Il n'y a pas de sujet. Pour moi, je suis actuellement en détachement. Si je suis admise, est-ce que je serai obligé de demander une prise en charge par mon administration actuelle ou d'origine? Je suppose que c'est pour les frais de transport. Donc, ça sera l'administration actuelle, celle dans laquelle vous exercez actuellement. Ok, Laura est donc plus un entretien de recrutement. Comment est donc plus un entretien, plus ou plus? C'est plus un entretien comme un fonctionnaire de catégorie 6 issu d'un service technique est-il interrogé sur des conditions administratives pures? Alors c'est toujours monsieur ou madame Languepé qui est donc notre agent de catégorie C bien aimé qui insiste. Oui, il y aura des entretiens de recrutement, c'est exact. De recrutement d'un ou d'une attachée. Donc du coup, vous serez effectivement interrogé sur plein de choses pendant une demi-heure. Ça peut être sur des questions d'administration, ce que vous appelez pures. Donc, on attend de vous que vous ayez, j'insiste, un socle minimum de connaissances, même si le jury n'est pas là pour tester vos connaissances. C'est pas un grand oral de connaissances, c'est pas le trivial poursuite, s'il y en a à qui ce jeu parle. C'est le jury va chercher à tester si vous avez le potentiel pour faire rapidement un bon cadre, un cadre acceptable.
Donc, si la réponse est oui, pas de problème. Si la réponse est non, le jury vous invitera à repasser l'année suivante. Postes proposés en caisse des dépôts, oui, il y a des postes proposés en caisse des dépôts, que ce soit au niveau parisien, donc je dirais dans la centrale de la caisse des dépôts et des consignations, mais aussi potentiellement dans les régions, là où il y a des directions régionales de la caisse des dépôts et consignations. La période de stage se déroule telle à Bastia. Donc il y a une période de stage effectivement qui est programmée durant la scolarité à l'Institut, c'est-à-dire durant les 8 premiers mois de votre formation, mais cette période de stage ne se déroule pas à l'IRA même, elle se déroule dans une administration qui vous sera proposée, une administration qui peut être aussi bien sur Bastia que sur d'autres régions, y compris en région parisienne et y compris dans les administrations centrales. Il y aura des périodes de fermeture durant la formation. Vous avez droit à congés, mais ces congés sont imposés en fonction de la date de rentrée. Voilà, donc vous aurez soit 2 périodes de 15 jours, soit de 2 semaines, pardon, soit une période groupée d'1 mois de congés. Donc ces périodes sont imposées sur une période de congés en fonction de la date d'entrée en scolarité. La date d'entrée des lauréats 2025, on en a parlé tout à l'heure. Est-il possible d'être affecté en DRAC? On vous en a parlé également tout à l'heure. Quel est le taux de réussite au sein de l'école? Le taux de réussite à l'issue de la formation, c'est un taux de réussite à quasiment 100%, puisque la quasi-totalité des élèves en sortie de formation sont affectés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont titularisés ensuite, mais en tout cas ils sont affectés. On a de temps en temps 1 ou 2 élèves qui, pour des raisons différentes, sont amenés soit à refaire leur formation à l'IRA, soit éventuellement ne pas être classés par le jury, mais c'est vraiment des cas à la marge. Alors, j'insiste sur ce point. Donc, Didier a dit l'essentiel. Donc, on a les taux de réussite, entre guillemets, très forts, parce que nos élèves ont été sélectionnés, qui ensuite ils travaillent et ils se donnent des moyens d'être classés, mais ce n'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques, à savoir que si vous ne branlez rien pendant votre scolarité et que vous prenez ça par-dessus la jambe, à la fin, vous ne serez pas classé. Dans le meilleur des cas, vous serez autorisé à redoubler, mais c'est pas sûr. Soit vous serez jeté. Donc, on n'est pas une école de commerce. Quand on rentre à l'IRA de Bastia ou ailleurs, on n'achète pas son diplôme. D'ailleurs, il n'y a pas de diplôme. Et non seulement on ne paye pas, mais on est payé. Donc, ça implique que vous travaillez un minimum pour réussir vos épreuves et ensuite poursuivre. Mais ce n'est pas garanti. Allez, quelques questions encore rapidement. La recherche de stage, j'ai répondu tout à l'heure, non, le stage qui se déroule durant la formation à l'IRA, vous avez la possibilité d'émettre des vœux à partir d'une liste qui vous est fournie. L'affectation de stage était notre affection définitive. Si vous parlez du stage pendant les 8 mois, non. Par contre, le poste que vous prenez, c'est effectivement votre affectation définitive, même si vous êtes en qualité de stagiaire. C'est la qualité de stagiaire et non pas la dénomination du stage. Le délai de 4 mois suivant les scolarités pour démissionner sans pénalité est valable aussi pour les externes, il est valable pour tout le monde. Pour l'instant, ils ne savent pas. Très bien. Peut-on reporter notre rentrée à l'année d'après? Il y a certains cas où effectivement vous pouvez demander à ce que vous soyez reporté sur une année, sur une promotion suivante, et ce sont des cas très particuliers, notamment pour raisons médicales. C'est pas des cas de convenance personnelle. Hein. C'est pas juste j'ai un enfant qui est à la maternelle, ça m'arrange pas cette année, ça m'arrange plutôt l'année prochaine. Non, ça ne passera pas. Il faut vraiment des cas très précis de circonstances médicales prouvées. Si aucun poste ou zone géographique d'attribution ne nous convient sorti d'IRA, comment procède-t-on? Eh bien, vous êtes obligé de prendre un poste, autrement vous êtes tenu de rembourser la totalité de la scolarité. Des postes en commissariat ou en gendarmerie sont-ils proposés? Alors, il y a des postes effectivement au sein du ministère de l'Intérieur, voire au sein de la gendarmerie nationale qui sont proposés. Alors, quelquefois, il peut y avoir des postes administratifs en commissariat, effectivement, d'attachés d'administration, donc ça peut arriver. Oui. Serait-il possible de faire des passerelles vers les inspecteurs des finances publiques ou inspecteurs des douanes? Non. Non, c'est un concours spécifique, c'est ce que je disais tout à l'heure, inspecteur des finances et inspecteur des douanes, ce sont des concours spécifiques. Qu'entendez-vous par IRA de Nanterre? En fait, il n'existe pas un IRA à Nanterre. Nanterre est un centre, est un nouveau centre qui est créé, qui est rattaché à l'IRA de Lille. Donc, ce n'est pas un IRA, c'est un centre. Voilà, je crois. Voilà, très bien, parfait. Écoutez, je crois qu'on a terminé vos questions.
Monsieur le directeur, je vous laisse conclure. Ok, donc pas de regrets, pas de remords sur les questions. Je pense ça fait presque 2 heures qu'on passe ensemble, donc on a quand même balayé pas mal de sujets, de questions. Si vous en avez d'autres, naturellement, on y répondra. Hein, donc on a un meilleur délai. Je voudrais juste conclure sur la chose suivante, c'est que vous êtes ce soir donc nombreux à nous suivre. On a donné des chiffres, vous êtes quasiment 1500 inscrits à ce concours. La promotion qui va rentrer, on ne sait pas quand, mais on le saura prochainement, ne fera pas 1500 places. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément un taux de chute qui sera ce qu'il est. Donc tout le monde ne réussira pas parmi vous à faire partie de la prochaine promo. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que ça n'est pas grave. Ceux qui, par malchance ou par manque de préparation, parce qu'ils n'étaient pas en forme ce jour-là, ne réussiront pas de concours, la vie ne s'arrête pas là. Donc les concours, ça se passe, ça se rate, ça se repasse, et on finit par réussir. Et comme disaient les Shadocks, je ne sais pas si cette référence parle à beaucoup d'entre vous, c'était une bande dessinée célèbre il y a quelque temps, plus on échoue, plus on augmente les chances de réussir. Ouais. Donc, à force d'échouer, eh bien, vous finirez par réussir un jour. Donc, pour autant, on souhaite que vous réussissiez du premier coup. Mais bon, autour de cette table, et je parle de moi le premier, parce que chacun adore parler de soi avant tout. Donc, dans ma vie, j'ai raté autant de concours que j'en ai réussi. Et finalement, dans les concours que j'ai ratés, ça a été autant d'opportunités de faire autre chose. Et si je n'avais pas raté des concours, je ne serais pas là ce soir pour vous parler de d'Irak Bastia. Et je suis heureux d'être là pour échanger avec vous. Donc, voilà. Donc, si vous échouez, la vie ne s'arrête pas. Vous passez à autre chose. Vous retentez l'année prochaine. Vous passez plusieurs concours. Bref, voilà, donc on souhaite que vous réussissiez. On espère vous avoir apporté ce soir le maximum d'éléments concrets, opérationnels. Donc on vous souhaite bonne chance pour l'écrit. Et tout ce qu'on souhaite, c'est vous retrouver pour le second webinaire qu'on vous a annoncé, pour vous préparer à l'épreuve orale. Donc on en parlera le moment venu. Dans l'immédiat, préparez-vous bien à l'écrit et forza, comme on dit ici. Bonne soirée à tous et bon courage pour l'épreuve. À très bientôt. Au revoir.